Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 191e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans le ring pour vous débriefer l'extraordinaire performance de Terence Crawford qui est devenu champion incontesté à 4 ceintures des welter en martyrisant Errol Spence Jr. ce week-end à Las Vegas. Avec moi pour en parler mon compère du Fighter Club, toujours la boxe ou MMA, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut Alex. Salut, qui n'est pas avec nous en studio, qui pouvait pas, mais voilà, il est avec nous toujours dans le cœur et dans la parole. Et gros combat de boxe oblige, eh bien c'est notre habitué de ce genre de débrief, monsieur Pierre Amiche, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ouais, moi je mange que du caviar. Exactement. Je viens que pour les gros combats, quand ça brille et quand ça se passe à Vegas, tu vois. Exactement. Les petits trucs en dessous, c'est pas pour toi, c'est normal. En tout cas, on va se régaler à parler de cette démonstration de Terence Crawford. Il a vengé 5 ans d'attente et de frustration pendant 9 rounds, sans laisser le moindre doute sur l'identité du meilleur poids welter de la planète. Impérial, magistral, tout simplement trop fort pour son rival. Terence Crawford a martyrisé Errol Spence Jr. ce week-end à Las Vegas, avant de voir l'arbitre mettre fin au long calvaire de ce dernier dans la 9e reprise. Une démonstration de supériorité pugilistique qui offre à Bud la première couronne incontestée à 4 ceintures chez les welter, et un doublé inédit dans l'ère à 4 ceintures après avoir déjà régné sur les super légers. Le tout 5 jours après avoir vu un autre phénomène, mon chouchou Naoya Inoue, détruire lui aussi le plus gros test de sa carrière en la personne de Stephen Fulton. Qui est le meilleur boxeur de la planète entre le génial américain et le génial japonais? Crawford a-t-il déjà sa place réservée à la table des plus grands? Le RMC Fighter Club débriefe le choc Spence Crawford et revient sur une semaine où 2 artistes du ring ont redonné ses lettres de noblesse au mot excellence. Ce sera un knockdown, c'est un knockdown. On va voir l'accélération maintenant. Et il va accélérer ici. C'est pas bien assuré par le bon. Spence sera mal. Même si c'était un problème de jambes, Errol Spence a été désarçonné par tout ça. Forcément, Spence est obligé d'en faire un peu plus. Parce qu'il sait. Et là, il n'y aura pas beaucoup. Et là, on est rentré dans la bagarre. Errol Spence qui veut tout de suite réagir à ce qu'il vient d'avoir eu. On est dans le coin neutre. Bud Crawford ne peut pas sortir de ça. Il est battu sur plein registre. Là, c'est une ça. C'est possible. Il est compté. Il est pas bien, il a du mal à se mettre debout. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, Bud Crawford. Ça y est, l'accélération. À 30 secondes de la fin. Dans cette 9e reprise. Crawford va en terminer. C'est terminé. Il faut l'arrêter. Errol Spence pour son intégrité physique. Une vraie accélération. La fierté d'Omaha. Terence Bud Crawford qui, hormis la première reprise, est rentré au bout de 3 minutes dans ce combat. Et ensuite, on a vu un signe rouge avec une bande blanche chez Errol Spence. On a vu un sens unique. Il n'était pas invité à la soirée de Bud Crawford. Et petit prod pour vous rappeler, voilà, pour ceux qui étaient devant l'écran ou si vous n'y étiez pas, les commentaires de John Devy et Thomas Desson, c'était samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche en France. Terence Crawford qui, comme je le disais, a martyrisé Errol Spence Jr. Les gars, on s'attendait à un combat un peu 50-50. C'est pas du tout ce qu'on a vu. On a vu une démonstration, que je disais, de Terence Crawford, qui, à part le premier round que je donne à Errol Spence, et je pense que beaucoup le donnent à Spence, un petit round d'observation pour Crawford, derrière il a déroulé, il n'y avait aucun doute sur qui était le meilleur dans le ring. Joe. Bah évidemment, et je pense qu'on peut même dire qu'il prend tous les rounds en fait. Je sais qu'on a eu une discussion toi et moi sur qui prenait le premier, mais que ça peut aller quand même dans un sens comme dans l'autre, mais au final c'est tous les rounds à mon sens qui ont été pris par Crawford. Il a démontré une supériorité technique qui était effrayante. Tu sais, quand on faisait la preview, on se disait, moi je te disais, la seule chose qui m'inquiète un petit peu pour lui, c'est la taille peut-être qui sera supérieure et la longe de Spence, et puis la précision de Spence, mais au final il lui a rien laissé techniquement. On avait dit que, selon moi, Crawford était le boxeur qui était très largement supérieur à Spence. Honnêtement, je vais te dire la vérité, j'ai pas été surpris tant que ça. Je vois bien ce que tu veux dire. Moi, on se rappelle, on avait tous les deux annoncé Crawford, mais ce qu'il y a, c'est que la manière, on la voyait pas comme ça. C'est que on s'attendait pas non plus à une telle domination, Joe. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai sur le fait qu'il ait les knockdowns, qu'il le termine et qu'il le laisse vraiment, tu vois, si le combat continue, ça peut être très dangereux. Je voyais Spence être capable de faire un peu plus un combat à armes égales, mais au final, le résultat, on est d'accord, on n'est pas surpris quoi. Non. Le boxeur supérieur a gagné parce que techniquement, il a des choses qui sont fabuleuses. Et il est supérieur en tous les points, en tout cas en ce qu'on a vu samedi soir. Pierre, je recontexte rapidement, knockdown au dès le deuxième round, il l'envoie knockdown 2 fois.
Non, dans la 7e reprise, donc juste sur le coup de gong pour le dernier. Et puis au 9e round, l'arbitre intervient parce qu'à un moment, il faut arrêter parce qu'on a vu la tête d'Errol Spence Jr. après la fin. C'était un punching ball à la fin du combat, tout simplement. Il ressemblait même plus à Errol Spence. Il y a eu un effet boule de neige en fait entre le 4e et le 8e round. On sait que les dynamiques en boxe, elles sont très importantes. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que Spence, il a montré ses limites pour la première fois. Impossible de trouver la distance pour lui. Il a été pris physiquement, parce qu'on dit techniquement, mais physiquement, il s'est fait marcher dessus. On savait qu'il boxait un peu raide. C'était son défaut principal. Mais il a été cadré vraiment trop facilement. Et puis, entre la 4e et la 8e, comme il est touché physiquement, qui commence à plus avoir de solution, il se met à se bagarrer et puis à boxer. Et là, ça devient trop facile pour Crawford. Et plus les rounds avancent, plus le combat avance, et plus l'écart se creuse. Puis Crawford, il n'y a plus rien à dire, quoi. C'est un artiste. Moi, techniquement, ce que j'ai préféré chez Crawford, pour rentrer un peu dans le détail, c'est la façon dont il a réussi à pas reculer alors que Spence essayait de passer sous sa garde. Quand il essayait avec ses assauts au corps, souvent il a tendance à se baisser et donc à attaquer très bas avec un bras avant très long. Et normalement, le réflexe logique pour un boxeur un peu plus petit, c'est de reculer et donc d'ouvrir la porte à des crochets, que ce soit au corps ou à la tête. Et comme Crawford a refusé de reculer, il a trouvé les solutions comme si c'était lui qui avait l'avantage de taille et il a boxé comme si c'était lui qui était plus grand. Je ne sais pas si Jo, t'as vu ce truc-là aussi, mais il l'a contré de la 2e à la 6e qu'avec des uppercuts en fait, comme si c'était lui qui faisait 10 cm de plus. Oui, exactement. Ça en revient à ce qu'on disait dans la preview technique du combat, c'est que il peut ne pas être le boxeur le plus grand, mais de par ses déplacements et sa capacité, il a aussi une flexibilité du buste qui est assez impressionnante, avec un gros dynamisme pour casser à la distance et pour vraiment, casser ces quelques petits centimètres qui te permettent de placer justement ses uppercuts. Et ça, il a fait à merveille. Tu vois, les petits changements d'appui pour basculer sur l'uppercut, c'est à montrer dans toutes les écoles de boxe. Et il y a un autre dernier truc que j'ai souligné en regardant le combat, je me suis dit, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire, c'est qu'il a touché durement plein de fois sans être ancré, sans les jambes. C'est-à-dire que Crawford, il a réussi à toucher assez sévèrement, uniquement sur la vitesse de bras. Et ça, c'est magnifique parce que ça permet d'avoir une palette et une variété. Tu peux toucher à peu près sous tous les angles en étant dur. Alors que normalement, si t'as pas les jambes, moi, si j'ai pas les jambes, je te frappe, c'est un gant en mousse, ça sert à rien. Là, bien sûr, impressionnant, quoi. Alors, on rappelle rapidement, mais 58% de ses coups puissants ont touché Kaz, 40% des jabs, 50% des coups au total. Moi, je vous le fais rapidement, mais en fait, c'est juste le boxeur le plus complet, le meilleur athlète, le plus puissant. C'était Terence Crawford. Il n'y a pas un point sur lequel Errol Spence était meilleur. L'énorme travail du jab, sur le jab, il l'a juste martyrisé. L'énorme travail en défense, moi j'ai noté une séquence dans le 9e qui est juste avant l'arrêt de l'arbitre, juste avant le TKO. Il ne le touche pas. Où il l'attire, il sait juste... Quand Spence veut aller vers l'avant, il l'attire, il fait ce petit pas de recul, juste pour prendre le petit pas, mettre le crochet du droit qui fait mal à Spence et qui le déstabilise totalement. Il a même pas eu besoin de switcher. On l'avait rappelé, on avait fait toute notre présentation en disant que c'était le meilleur boxeur switcher qui peut passer. Il est resté engauché tout le long. Alain, on disait que Spence pouvait au corps à corps, sans doute à l'intérieur, faire quelque chose avec son gabarit, sa capacité à mettre des coups forts. Il s'est fait martyriser. Le travail de pied aussi de Crawford quand ils sont à l'intérieur, c'est juste une symphonie. Les contres, on en avait parlé pour Crawford, mais chaque fois qu'il veut, il compte, quoi. Dès que l'autre peut accélérer, il fait ce qu'il veut en termes de contre. Il défend bien partout. C'est trop fort. Il y a un défaut, en fait, chez Terence Crawford, les gars. Joe, il y a un défaut dans ce boxeur-là. Hein. C'est compliqué quand même. Hein. On l'a déjà dit que pour nous, en fait, il a un côté qui est un peu flashy. Tu vois, il fait des trucs qui sont pas forcément parfois très scolaires, notamment sur ses changements d'appui, le fait de rester parfois très très lourd sur sa jambe arrière. Mais non, il suffit de regarder les résultats. Et puis par rapport à ce que Pierre disait, une des choses qu'on connaît de Crawford, c'est son instinct de tueur. Et là, encore une fois, dès qu'il a senti le goût du sang, il est capable d'accélérer de manière très efficace. Et ça fait la différence, je trouve, entre lui et le reste des combattants qu'il a affrontés, parce que cette capacité à lire le combat, à savoir, à lire les moments, à lire le tempo, c'est cette intelligence qui, en plus de sa brillance technique, fait qu'il est très au-dessus. Ah oui, il met jamais un coup en trop. Ça, c'est ça qui m'a frappé aussi. C'est-à-dire qu'on connaît Terence Crawford, on le découvre pas aujourd'hui, mais sur un combat de cette importance-là,
même si c'est Iceman, hein, le gars, il rigole pas, il sourit pas, il s'enflamme jamais, on connaît un peu sa personnalité. Mais là, sur un combat comme ça, il y avait la possibilité de se griser sur la deuxième reprise quand il touche fort, ou sur la septième. Sur la septième, il lui fait faire 2 voyages au tapis, mais jamais il s'emballe. Après le premier, on peut se dire, il va accélérer, il va le tuer. Et en fait, pas du tout. Il voit bien que dans le regard, Spence, il est encore là. Collected, comme disent les Américains, Voilà. calme. Et ça, c'est très, très fort. Joe t'en parlait, hein, son côté finisseur, 11e KO de suite, 31e en 40 victoires en carrière. Sur le défaut, juste, moi, il y a un truc, un tout petit truc, c'est ça n'a rien à voir avec sa qualité pugilistique, c'est son pouvoir de concentration. Parce que comme là, il a largement dominé Spence, il y a un petit événement qui a probablement tué tout espoir pour Errol Spence de revenir. C'est, je crois, dans la 5e, où c'est pour la première fois du combat, Spence va le toucher à 10 secondes de la cloche. Et si c'était arrivé sur un moment différent, je pense que Crawford aurait pu prendre une vague. Et comme là, c'est à 10 secondes de la cloche, il sait qu'il a plus que 10 secondes à tenir derrière, mais il a été touché. Et peut-être qu'à ce moment du combat, il est touché uniquement parce qu'il sait qu'il le domine largement et qu'il y a une petite saute de concentration. Mais c'est vraiment histoire de dire qu'il est humain. Si tu dois trouver un petit truc, c'est qu'il est humain, c'est que c'est pas un cyborg. Si tu dois juste essayer de titiller quelque chose. Mais non, mais à partir du knockdown du deuxième, moi je trouve que ça bascule complètement parce que même tu sens que chez Spence il réalise, putain, mais en fait je suis avec un mec en face qui est au-dessus de moi, quoi, qui est supérieur à moi. Alors on rappelle, il fait ça à Errol Spence Jr., qui était quand même considéré top 5 pound for pound par énormément de spécialistes, la plupart. Il fait pas ça au mec du coin qui arrive ou à un challenger comme un autre. Il était invaincu, Errol Spence. Il y a eu quand même des commentaires derrière sur le fait qu'Errol Spence, parce qu'au-delà de la démonstration de boxe, je trouvais quand même que même le body language avant le combat, le côté corporel, il est à l'avantage de Crawford, qui a l'air plus confiant, qui arrive avec Eminem. Tu sais que d'ailleurs la sortie avec Eminem, ça s'est dealé en 2 jours. Sous une publication Insta. En fait, Crawford demande qui veut l'accompagner au ring. Eminem répond en disant je suis un de tes fans et il lui dit vas-y viens à Las Vegas. Allez go. Ça s'est fait en 2 jours par des réponses sur Insta. C'est beau le monde moderne quand même. Incroyable. Moi ça pourrait être Patrick Sébastien ou Ouais. un truc comme ça. Il y a peu de chances que ce soit Eminem, tu vois. C'est ça. On n'a pas le même rapport. Mais je trouvais que même dans son body language, donc il y avait quand même une confiance. On sentait un Crawford et d'ailleurs toute la semaine plus confiant que Spence. Et il y a eu quand même chez les fans de Spence là, quelques heures après le combat, cette idée de dire Spence, il n'était pas là. C'est pas du tout le meilleur Spence qu'on a vu. Physiquement, il a eu du mal à se réhydrater et on sentait qu'il n'était pas là. Quel est votre avis là-dessus ? Moi, je trouve que c'est minimiser la performance de Crawford et donc je le donnerai pas comme argument. Joe, t'en penses quoi ? C'était un bon Spence qu'on a vu ? Ah oui, c'était un bon Spence. Je pense que c'est juste, c'est simplement. C'est trop fort en face. Simplement Crawford qui est trop fort. Il n'y avait pas de possibilité de rivaliser. Non, c'est impossible. Impossible. Encore une fois, le problème, c'est que quand tu as en face de toi un mec qui est capable de faire une telle masterclass, l'autre en face, bah, tu te dis, bon, au final, il n'était pas au niveau. Mais Spence, et je te rejoignais pas forcément toujours on n'avait pas forcément le même avis sur son niveau. Mais là où tu as raison, c'est qu'on a vu lors de son dernier combat contre Ougas, qui certes n'est pas Crawford, qu'il était à un niveau qui était l'élite de la division. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, c'est clair. Puis la différence, c'est que tu as un excellent boxeur et un boxeur qui peut marquer l'histoire. C'est juste ça. Terence Crawford aujourd'hui, il va s'inscrire dans la discussion des meilleurs de l'histoire. On va y arriver, mon père. Spence aujourd'hui, c'est un excellent boxeur. Et puis pour le body language, je sais pas, parce qu'avant un combat, en fait, on a... La victoire donne raison, en fait. Ouais, c'est facile de le dire après, je suis d'accord. Après, tu vois, tu te dis, ah bah oui, bah, y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Un combat, ça se construit, il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il soit arrivé avec la peur au ventre. En revanche, après la seconde reprise, la deuxième reprise, oui, là t'as un mec en face, il fait flipper Terence Crawford. Non mais vraiment, il faut rentrer sur un ring face à un gars, tu peux lui taper dessus, il bouge pas. Tu vois, c'est quand même particulier. Il y a pas un sourire, enfin, moi il me fait beaucoup plus peur que Gervonta Davis, par exemple, tu vois, dans le côté... Non, c'est sûr. Il a un côté, je veux dire, il a un côté boxeur des années 80. Ouais, exactement. Moi, il me fait penser à Frazier au niveau du regard, des fois, tu vois. Il a ce côté anachronique, presque, tu le regardes et tu te dis, ce mec-là, il est pas trop sur Insta, il est pas trop sur... Il est là pour te tuer. Voilà, il est là pour être à l'ancienne, quoi. Joe. Ouais.
Et il y a la coupe de cheveux aussi qui doit peut-être te donner cette impression. Ouais, c'est vrai, mais il fait pas moderne, quoi. Carrément le look. Ouais, Non, il fait pas moderne, mais le truc, c'est que sa boxe est extrêmement moderne. C'est Bien ça sûr. qui est génial avec lui. C'est que tu vois, en fait, que techniquement, à chaque combat, il implémente en plus une petite chose. Et ce qui est terrifiant avec lui, alors certes, hein, il a 35 ans, à bout d'un moment, sa progression va s'arrêter, il va être rattrapé par l'âge. Mais moi, je trouve que de sortie en sortie, il progresse notamment dans sa compréhension, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tu sais, Pierre disait, il n'y a pas un coup de trop, bah, c'est dans sa compréhension du rythme et du tempo des combats. Ouais, bien Là, sûr. je pense que c'est peut-être. Je sais pas s'il sera capable de reproduire un combat à ce niveau physique, technique. Enfin, c'était une Parce démonstration. qu'en plus, je pense Non, que mais c'est monstrueux, ce son qu'il a moment. fait. Il Ouais, l'attend il a- depuis tellement longtemps, il était tellement dans la zone, dans ce truc de dire c'est vrai. mon soir, c'est le soir où je Puis il est au m'inscris, où je sommet de son tamponne ma carrière avec celle des plus grands. Et je pense que tu as raison, c'est peut-être son Graal. Voilà, C'est je peut-être pense son Graal qu'on à- reparlera peu. Ce qui me fait un peu chier, en fait, c'est simplement que ce combat-là, il y a 40 ans, ça aurait été un morceau d'histoire. Mm. Aujourd'hui, c'est un combat presque parmi les autres parce qu'en France, on n'a pas forcément pris la dimension. Et je Non. vous ai écouté, et je vous ai lu, je vous ai écouté, je vous ai regardé, puisque maintenant, on peut faire les trois sur ce combat-là. Et je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que c'est peut-être la faute de la boxe, hein. À force de vendre des combats du siècle, des combats mythiques, des machins, on finit par diluer l'intérêt et la concurrence des autres sports de combat est pas à l'avantage de la boxe non plus. Mais là, on avait quand même un combat incroyable. Ça aurait mérité une meilleure exposition en Europe. Ça aurait mérité de faire les gros titres. Et au final, ce combat qui est, à mon sens, un petit morceau d'histoire, j'espère qu'on s'en rappellera comme Leonard Duran ou comme les Four Kings à leur époque. Et ben, c'est passé sous le radar et c'est dommage parce que. Je pense pas. Hein. Je pense pas parce qu'en plus le même soir, il y a eu des choses dans un autre sport qui Ouais. ont fait. Non, mais tu vois, sais, qui ont fait un Joe, peu d'ombre. Joe, on en a parlé dans le dernier épisode sur Spence Crawford en présentation. Tu te rappelles, on a fait les combats des 40 dernières années. Je t'ai fait toute la liste. Je pense qu'en effet, en termes même de compétitivité, il est pas au niveau de certains autres qui ont été. Tu parlais de Leonard, le Leonard Hearns de 81, Oui, notamment. voilà, Ce genre de choses. référence Par contre, absolue, sur la mais- performance d'un seul des deux boxeurs, le Ah, côté on va s'en rappeler. Ouais. démonstration, ça, il est tout en haut. Hein. Il est Même tout en haut Davis des Garcia- démonstrations. Même Davis Garcia était beaucoup plus médiatisé, Bien alors que sûr. c'était un beaucoup Ah oui, plus oui, petit bien combat. Là, pour vous dire, quand j'en parle autour de moi, la blague la plus récurrente, c'est ah tiens, encore un combat du siècle. Et parce qu'en fait, le grand public en a un petit peu marre qu'on lui vende ou survende des combats. Mais là, c'est fou parce que ce combat-là méritait vraiment un statut d'historique avec un grand H. Et c'est dommage que voilà, le contenu a permis de rêver, les personnages étaient super, le niveau était génial, la lutte pour le statut officieux de meilleur pound for pound était quand même en jeu. Enfin, c'est un petit peu dommage et c'est probablement lié à la personnalité de Crawford aussi, Ouais, qui est mais on le va- meilleur et qui est aussi le plus droupi de tous les grands boxeurs. On va y rentrer tout de suite d'ailleurs, Pierre, mais pour le petit clin d'œil, hein, je m'étais noté quand même que je pense que, parce que pendant des années, quand il est arrivé en 2018 chez les Welter, Crawford, et qu'il était chez Top Rank à l'époque, donc le combat pouvait pas se faire puisque Spence est PBC, et beaucoup disaient, enfin notamment côté PBC, ils disaient t'es du mauvais côté de la route, viens de notre côté de la Ouais. route et là tu pourras avoir les gros combats. Pour le coup, C'est pas je pense qu'ils ont peut-être déconné, parce que je pense que si tu prends Crawford en 2018, dès qu'il monte, son corps est pas encore autant habitué au welter. Spence n'a pas eu son accident, alors c'est la vie, vous pouvez pas savoir qu'il allait avoir un accident en 2019. Mais tu vois, Évidemment. niveau timing, c'était peut-être mieux de le prendre il y a 5 ans en fait, Crawford, pour Errol Spence Jr., Joe, non? Non, évidemment. Mais oui. Après, c'est juste qu'on tu peux pas nous empêcher de penser que ça aurait dû avoir lieu il y a 2 ans. Qui a quand même un petit peu traîné. Mais au final, la logique est respectée parce que la personne qui aurait pu vieillir, est toujours supérieure. Bon alors, C'est pas le même cas que Golovkin-Canelo où Golovkin avait trop vieilli. on passe au côté dont parlait Pierre. Pourquoi? On vient de le dire, c'est sans doute une des plus belles performances en boxe depuis des années qu'on a vu samedi soir à Las Vegas. Pourquoi ce mec n'est pas une star globale? Qu'est-ce qui lui manque pour devenir une star comme c'était les boxeurs des années 80? Joe, on a déjà débattu de beaucoup de choses là-dessus. Pierre, je vais te donner la parole. Déjà, un point que je voulais noter qui est important. Joe, dans la dernière émission, tu parlais de Top Rank et où il est resté pendant des années et des années, Terence Crawford, et de l'incapacité de Top Rank à vendre certaines de ses stars. Vous savez que chez Top Rank, à l'époque, pendant des années, il y avait Manny Pacquiao. Et si tu faisais Terence Crawford, Manny Pacquiao, et que Terence Crawford oblitérait Pacquiao,
tu vois, il y a 5-6 ans, et ben tout de suite, il devenait quand même beaucoup plus star. Tu vois. Mais tout de suite, tu tuais la poule aux œufs d'or aussi, parce que les combats n'étaient pas vraiment boursés pareil quand c'était Manny. Non, mais tu vois, il y a une grosse erreur, je trouve, de Bob Arum là-dessus, de pas faire le plus possible, en tout cas, pour que ce mec puisse devenir une star. Et quand Bob Arum, à la fin de son contrat, disait « J'aurais pu me payer une villa à Malibu avec l'argent qui m'a fait perdre », eh ben c'est de ta faute, Bob Arum. C'est pas de la faute de Terence Crawford. Pierre, là-dessus. Non, mais Terence Crawford, je pense qu'il n'a pas la personnalité. Je pense que les caméras, les lumières, les strass, les paillettes, il en a un peu rien à cirer. Quand on regarde le film sur le combat sur RMC Sport ou sur YouTube qui permet de le voir gratos, on se rend compte que c'est un mec hyper simple. Il va à la pêche avec ses gosses. Enfin, à aucun moment tu le vois dans des situations qui lui permettraient de devenir une star. Il aime pas ça. Je pense que la lumière, ça l'intéresse pas trop. Moi, il me fait penser un peu à Kawhi Leonard. C'est ce côté. Joueur de basket pour ceux qui ne suivent pas dans nos auditeurs. Basket NBA, peut-être un des meilleurs joueurs de la ligue. En fait, il arrive, il fait son taf et il rentre chez lui. Et Terence Crawford, il a pas d'aspérité intéressante pour les médias. Pour rester dans ta comparaison, Jokic. Ouais. Le Nikola Jokic, le côté je viens, je fais mon taf, je m'en vais. Mais Jokic, c'est devenu un personnage à cause de ça, parce qu'il l'affirme et qu'il l'assume. Alors que Terence Crawford, il dit juste moi, mon métier, c'est de casser des gueules. Il arrive, il casse des gueules. À la conf d'après combat, on lui dit tu veux prendre qui et tout. Il dit je prends n'importe qui, de toute façon, je vais le péter. Et puis il rentre chez lui. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que je pense que pour être aujourd'hui médiatique en boxe, les médias ne suffisent pas. C'est-à-dire que la grande machine médiatique, c'est pas que les télés et les radios. C'est les réseaux sociaux et c'est ta capacité à interagir avec les autres. Je crois que Terence Crawford, la seule interaction qu'il a envie d'avoir avec les autres, c'est de leur péter la bouche sur le ring. C'est tout. Joe l'a souvent répété parce que ça, que ce soit en boxe ou en MMA, ça fait partie de la carrière aujourd'hui, les réseaux. Joe, ce mec-là ne deviendra jamais une grande star. Il a 35 ans, tu l'as déjà dit, il est en fin de carrière quand même. Ce sera pas une des grandes stars des années de la boxe comme dans les années 80, on est d'accord? Non, parce que lui, il fait pas le travail, et Pierre l'a souligné sur les réseaux, etc. Et puis, il manque une chose, c'est que dans les catégories de poids où il peut combattre, il pourra pas avoir le partenaire de danse idéal qui pourra lui faire passer le cap. Tu sais, un mec qui est médiatisé déjà comme Tyson Fury, un peu de la même manière dont en MMA, par exemple, Khabib a pris un peu de la lumière de McGregor. Donc ça, c'est quand même dommage. Tu vois, là, on parle du fait qu'il monte et qu'il prenne Charlo. Bon, Charlo, c'est bien, mais ça ne l'aidera pas à dépasser le cadre de la boxe. Il faut aller chercher Canelo. Exactement. Il faut aller chercher Canelo beaucoup plus haut. Oui, les catégories de poids existent pour une mais raison. Oui, ça devient que je suis d'accord avec toi 100 fois. Ça devient très compliqué. Mais si tu veux, pour devenir une star, il faudrait taper un mec du style Canelo. Faudrait taper. Je suis même pas sûr non plus. Tyson Fury. Ouais, c'est ça. Si, taper Canelo, si, parce que tu tapes Canelo avec toute la démographie latino, etc. Si, tu tapes Canelo, c'est quelque chose. En fait, ça dépend de quoi on parle. Est-ce que c'est devenir une star de la boxe ou est-ce que c'est devenir une star de la boxe? Il l'est déjà. Voilà. Et c'est devenir une star. En fait, faudrait qu'il tape Ryan Garcia. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ce serait limite une porte d'entrée pour toucher un nouveau public. Ouais, t'as raison. Mais être star tout court. Faut aller taper Jake Paul. Ouais, c'est ça. Non, mais ce serait ça en fait. C'est le plus efficace. Exactement. C'est un très bon argument, Alex. Mais ça veut dire aussi que, et ça c'est le point noir de la boxe actuelle, c'est que être le plus grand boxeur ne suffit pas à être la plus grande star de la boxe. Et c'est ça qui est complètement fou avec ce sport-là maintenant, aujourd'hui. Et en dépit du fait que j'aime profondément la boxe, cet aspect-là me saoule au plus haut point, parce que Terence Crawford, il mérite 50 fois plus d'être une star que Jake Paul ou que Ryan Garcia, que j'aime bien, mais Joe, des tas d'autres. Joe, les catégories existent, mais bon, Jake Paul, on peut lui donner 50 pounds de plus, c'est pas grave, Terence lui ferait la démonstration quand même. Oui, bien sûr, non mais ça, on peut lui accorder ça. Le prochain défi, puisque tu as évoqué ça, Joe, les possibilités pour Terence Crawford. On rappelle, le perdant, donc Errol Spence, a 30 jours pour activer une clause de revanche qui devrait avoir lieu avant la fin de l'année, sans doute en décembre si c'est le cas. Par contre, on ne l'avait pas précisé dans notre émission, j'avais fait un papier depuis, c'est le gagnant qui choisit le poids auquel ça se fait. Donc c'est Terence Crawford qui décide à quel poids se fait la revanche. Les deux veulent monter, ils l'ont laissé entendre. Errol Spence, depuis longtemps, il avait dit c'était mon dernier combat en welter. Terence Crawford a dit déjà j'ai du mal à faire la pesée désormais et depuis longtemps il l'annonce qu'il veut passer. Donc s'il y a une revanche, ce sera à 154 au mois de décembre. Je suis pas sûr qu'on veuille l'avoir vu la démonstration qu'on a vue là, parce que je pense que ça change rien du tout. Mais je vous donne les autres possibilités, je vous laisse réagir chaque.
Tu l'as dit, Joe, Jermel Charlo, champion incontesté des super welter, la catégorie d'au-dessus, qui doit affronter Canelo fin septembre. C'est ce qui est dans les tuyaux. Le combat n'est pas encore officiel, mais c'est ce qui est dans les tuyaux. PS, la famille Charlo, ce week-end à Las Vegas, ils ont régalé. Hein. Les deux femmes qui se battent l'une contre l'autre. Les deux frères se battent dans les coulisses. Caleb Plante vient les séparer. Finalement, Caleb Plante finit par mettre une claque à Jermel Charlo. C'était le grand divertissement du week-end à Vegas, les frères Charlo. C'est triste. Ouais, très triste, parenthèse refermée. Les autres possibilités, c'est ces mandatories, c'est ces challengers obligatoires. On en a un côté IBF qui nous plaît bien, Jaron Boots Ennis, la petite pépite de la catégorie des welter, qui est le champion intérimaire IBF. Le champion intérimaire WBA, c'est Eimantas Stanionis, lituanien très bon aussi. Du côté de la WBO, le mandatory, c'est un américain, Alexis Rocha. Autant vous dire que là, voilà, j'ai vu la tête de Pierre, j'ai compris. Et le dernier, c'est Keith Thurman. Le mandatory WBC, c'est Keith Thurman, WBC, où Souleymane Sissoko est 4e de la liste. Et pas très loin si jamais les ceintures explosent. Eh ben, c'est saoulé, allez. Non, mais vous voulez quoi en prochain combat? On veut Charlo quand même, non? Souleymane Sissoko. Parce qu'avec Souleymane Sissoko. Souleymane Sissoko en défense, je prends, tu sais qu'on prend direct. Mais ce qui fait le plus de sens. Au futuroscope, voilà. Ce qui fait le plus de sens, ça reste Charlo. En plus, il a les 4 ceintures du super welter Charlo, donc ce qui veut dire que Terence pourrait unifier une 3e catégorie dès le prochain combat. Assassin, quoi. Mais bon, on l'a dit, Charlo doit affronter Canelo. Moi, je vous dis, ce qui fait le plus de sens, parce qu'en plus, il y a un côté fierté personnelle, moi, je vous dis qu'on va voir la revanche en décembre. Qu'on va voir la revanche à 154 pounds, donc chez les super welter contre Errol Spence Jr. Joe, tu penses quoi? Moi, je pense que Charlo, ça fait totalement sens, mais que Spence va activer sa clause de rematch. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, il y a trop de fierté. Et puis en plus, honnêtement, en termes de hype, je pense et de vente de pay-per-view, de rentabilité, la revanche fera plus d'argent à Terence Crawford que d'aller prendre Jermel Charlo. Ouais, bien sûr. Dans le monde. Tu sais ce qu'il va faire. Ouais, non, mais ils vont la prendre. Moi, je pense qu'ils vont la prendre. Et dans le monde idéal, revanche de ce combat-là, Canelo-Charlo, Canelo gagne. Et derrière, le combat Crawford-Canelo pour l'unification de nouveau. Mais c'est pas les mêmes. Non, parce que Charlo monte en 168. Non, mais il faudra descendre. Ouais. Ce serait mais là, une possibilité de catégorie. Il prend lequel de Charlo? Il prend Jermel. On est en train de s'embrouiller. Il prend le champion. Jermel, je m'embrouille pas. Il prend le champion des super welter qui est dans la catégorie inférieure à Jermel, mais qui va sauter 2 catégories pour aller chercher Canelo. Voilà. Et qui a déjà dit qu'il redescendrait. Qui a déjà dit qu'il redescendrait ensuite en super welter. Bon, on est d'accord. Alors non. Non, mais donc, en fait, il n'y a que la revanche qui fait sens. Ou alors prendre le seul qui m'intéresse chez les welters, c'est Jaron Ennis. Mais je pense crois qu'il a fait le il veut tour. plus faire les welter, il a fait le tour, exactement. Il a fait le tour, Pierre a raison. Je vois pas pourquoi là il resterait. Non, mais en plus, ce qui est bien quand les gars montent, quand ils ont unifié, c'est qu'ils refont de la place à nouveau. Ouais. Et donc, notamment pour saouler. Hein. Voilà, bah oui. Non, mais il faut laisser. Tu sais, dans la forêt, quand il y a un arbre qui est trop grand, il fait de l'ombre à tous les petits qui veulent pousser. Donc, c'est jamais très bon pour la forêt. C'est bien de monter de catégorie pour lui parce qu'il va avoir de nouveaux défis. Puis c'est surtout bien pour la catégorie parce que elle va à nouveau revivre et puis on va avoir des bons combats. Et puis Soulé, on sait jamais. Hein, il n'est pas si loin que ça. Hein. Bon, on entame le débat historique sur la place désormais de Terence Crawford, rapidos. Les gars, on le rappelle, premier champion incontesté à 4 ceintures de l'histoire des welter. Je précise bien à 4 ceintures, puisqu'il y en a eu quand on avait besoin que de 3 ou de 2. Champion à 4 ceintures dans 2 catégories différentes. C'est la première fois dans l'ère à 4 ceintures. Il y en a eu avant des champions incontestés dans plusieurs catégories. Sugar Ray Robinson, Henry Armstrong, Emil Griffith, Evander Holyfield. C'est pas le seul, mais à 4 ceintures, c'est le seul à être dans plusieurs catégories. 40-0, je le disais, 31 KO, 11 KO de suite, 18 championnats du monde. 18 championnats du monde victorieux. Il a déjà. Je crois que c'est un bon boxeur. Ma question, les gars, c'est c'est déjà un all-time great, comme disent les Américains. Il a déjà sa table à la place des plus grands dans le top 20 dans le top 20 de tous les temps, on va dire. Et certains pourraient peut-être même mettre top 10. Vous le placez déjà là, les gars, Pierre, et je te donne la parole ensuite. Je sais pas si je suis très objectif parce que j'aime beaucoup Terence Crawford et qu'il y a un aspect. Tu sais, on aime bien tous les combattants qui sont de notre époque, en fait, tu vois. Je le vois avec Tyson Fury, je le mets très 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 haut. Peut-être que si j'avais grandi dans les années 60, ce serait pas le même classement. Mais oui, je le mets dans le top 10 all-time. Pour ce qu'il a accompli, pour les combats qu'il a pris, pour ce qui... Tu sais, il a jamais refusé un combat. En tout cas, j'ai pas le souvenir d'un gars à qui il a dit non. Hein. Pour peut-être ce qu'il peut faire encore, puisqu'il lui reste encore un peu de marge. Il n'est pas fini. Et puis les chiffres, il parle pour lui quand même. Donc, moi, je le mettrais très haut dans mon classement personnel. Ouais, on va pas te demander la place exacte, mais il est parmi les plus grands. Ouais, il est dans les all-time great. Dans le top 15, ouais. Joe, une précision aussi, parce que je sais que toi comme moi, on apprécie ça. C'était la 3e fois, la 3e KT où il remportait la ceinture The Ring, qui est la plus légitime à nos yeux, celle qui monte le meilleur dans une KT. Léger, super léger, welter. Henry Armstrong, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, c'est ce genre de mecs qui ont gagné la ceinture The Ring dans 3 KT différentes. C'est un all-time great, Joe?
Oui, oui, mais ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il suffit juste de regarder son palmarès. Regardez, bah, tu l'as dit, hein, il a les deux catégories. Aller chercher à unifier potentiellement une troisième. Non, il n'y a pas de doute là-dessus. À l'heure actuelle, déjà, tu vois, parce que je sais que le débat fait rage. Oui, il est numéro 1 pound for pound avec Naoya Inoue. Et puis, il va forcément laisser une place énorme dans l'histoire parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pas tant sur le palmarès, parce qu'il y en a d'autres qui ont des palmarès qui sont impressionnants au final. Mais c'est sur la manière, la brillance technique et surtout la création d'émotions qu'il nous procure. Là-dessus, il fait partie des plus grands. Il y a un débat qui a tourné aussi depuis sa victoire, c'est la comparaison avec Floyd Mayweather, champion dans 5 catégories, mais qui n'a jamais unifié les 4 ceintures d'une seule catégorie. Sa carrière, je l'ai dit par contre, il a été champion The Ring dans 3 catégories. Bah, ça nous prend un peu au jeu. Ça aurait donné quoi, Mayweather, Crawford, Pierre? Je pense qu'il n'y aura pas eu de combat parce que Mayweather l'aurait refusé. Il aurait attendu encore 4-5 ans que Crawford soit cramé et puis il l'aurait boxé pour un pay-per-view à plusieurs millions de dollars. Plus sérieusement, je sais pas en fait parce que Floyd Mayweather... C'est dur, c'est du fantasy match-up. Et puis on en a parlé avant, je lui reconnais des qualités de boxeur exceptionnelles, pas de problème. Mais j'ai moins de respect pour la carrière de Floyd Mayweather que celle de Terence Crawford. C'est très bizarre et c'est peut-être même de l'ordre de l'irrationnel. Mais Mayweather m'a tellement frustré, m'a tellement agacé quand il a pris Pacquiao, quand il a pris De La Hoya, quand il a pris Canelo. C'était toujours au moment qu'il l'arrangeait lui. C'est le privilège du prince, mais ça m'a toujours gonflé. Donc j'aurais une tendance à dire Terence Crawford parce que j'ai envie de le soutenir. Après, Floyd Mayweather sur un ring... il n'y a pas beaucoup de combattants qui sont plus techniques et plus fins que lui. Donc, moi, je sais pas, j'aurais eu envie de le voir. Faudrait jouer aux jeux vidéo. J'y ai pas un peu pensé dimanche et mes avis changeaient un peu régulièrement parce que si j'écoute mon cœur, ça reste Mayweather. Si j'écoute mon cœur, Terence Crawford. Si j'écoute la raison, Floyd Mayweather, j'ai pas vu beaucoup de combattants le mettre en difficulté. Joe, dans ce fantasy match-up, tu te places comment? Moi, je pense que Mayweather, c'est facile de... Mais tu sais, avec tout ce qu'il y a à côté de parfois un petit peu oublier la brillance qu'il avait dans le ring. Moi, je pense quand même que Floyd, ça restait un cran au-dessus de tous les boxeurs contemporains parce que à chaque combat, il était capable, avec son intelligence, on parlait de cerveau chez Crawford, mais il était capable de justement trouver les clés. Et je pense que Crawford, ça aurait été un combat qui est très très dur, il n'y a pas de doute là-dessus, mais que Floyd, l'ordinateur Floyd aurait été capable de gérer le problème. Après, c'est facile, c'est de la fiction. Mais je veux juste pas qu'on oublie qui était Floyd et la manière dont il a pris les adversaires les uns après les autres. Il n'y a pas eu que le Floyd qui a laissé vieillir Manny Pacquiao. Il y a aussi le Floyd qui à un moment prenait tous les plus gros casse-coups et qui arrivait à chaque fois à solutionner le problème. Tu vois, le Floyd par exemple qui accepte la revanche contre Maidana alors que Maidana l'a mis en grande difficulté. Tu vois le changement radical. C'est-à-dire que ce mec-là était capable de lire à la perfection. C'était le plus grand stratège de l'histoire du sport. Non, ne pas oublier qui est Floyd et t'as raison. C'est pour ça que je basculais des deux côtés parce que je pense qu'on des fois on minimise un peu trop ce qu'il a fait. Et pour te dire, j'avais noté une petite, ça me permet de les citer. J'avais noté juste les plus grosses dominations dans un énorme combat, dans un super fight comme on a eu samedi soir. Ils sont rares les super fights dans la boxe avec ce niveau-là. Et j'avais Mayweather contre Corrales notamment, où il fait une démonstration contre Diego Corrales. J'avais aussi Hopkins Trinidad, à une moindre mesure parce qu'il était un peu hors de son prime. Pacquiao, Oscar De La Hoya, Roy Jones, James Toney, ça va te parler ça, Joe. Roy Jones, James Toney, c'était le même niveau. Calzaghe, Lacey. Et puis parce que j'adore toujours le citer, Salvador Sanchez contre Wilfredo Gomez en 81, qui l'oblitère, le plus grand wadif de la boxe chez les plumes. Il y a dû avoir aussi un ou deux Sugar et Robinson, Jake LaMotta, qui ont dû tourner à la boucherie sur les 6 qu'ils ont livrés. Il y en a au moins 2 où c'est abominable. Hein. J'avais du Chavez Rosario. J'avais aussi du Lewis Tyson au début des années 2000, mais Tyson est loin de son prime, il est plus à son prime, donc c'est pas ce que j'appelle un super fight à ce niveau-là. Mais voilà, ça vous montre où est la démonstration de Crawford quand même à ce niveau-là. Avec le Nomas, bon, il y a une belle domination de Sugar. Hein, c'est marrant, il y en a même qui disaient Hagler contre Hearns, les 3 rounds là. Ouais, tellement il le massacre pendant 3 rounds, mais il prend aussi des coups Hagler, donc c'est un peu trop oublié que Hearns fait plus que se défendre dans ce... Mais j'ai vu passer ça sur les réseaux. Notre dernier débat, on le lance les gars, parce que ça nous permet de parler en 2 minutes. Joe, il y a eu un autre événement dans la semaine. Naoya Inoue, Stephen Fulton, on avait fait le podcast, c'était mardi dernier, pour vous en parler. Notre boxeur préféré avant cette semaine-là, le japonais Naoya Inoue, qui a tenté de conquérir une 4e catégorie différente chez les Supercoques. C'était son premier combat chez les Supercoques. Il prenait le numéro 1, le champion unifié à 2 ceintures, et il l'a oblitéré. Autre démonstration incroyable. Pendant 8 rounds, avant de le mettre KO au 8e round, les jabs au corps.
pour préparer le setup qui met le KO à la 8e. La précision, tout ce que j'avais dit sur Naoya, Joe, la précision, les coups non superflus comme on disait sur Crawford, la puissance pour sa petite taille. Tony Atlas qui disait après, c'est Teddy Atlas, le grand coach qui disait après ces deux combats, la puissance c'est pas une question de taille, hein, vous l'avez ou vous l'avez pas, et ces deux mecs-là ils l'ont en eux. C'était une démonstration incroyable aussi Naoya Inoue. On est toujours dans la culture du moment, donc on est sur ce qui s'est passé samedi, mais Joe, ce qu'on a vu mardi aussi, c'était incroyable. Ah, mais ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, on avait dit aussi, pareil, hein, ça fait beaucoup, on a fait les Nostradamus, mais il n'y avait pas de surprise, il n'y a pas eu de surprise dans ce combat. Mais encore une fois, la surprise, c'est comme sur Spence Crawford, c'est-à-dire que la surprise, c'est la brutalité avec laquelle ça s'est terminé. On a dit que Naoya Inoue, il tapait comme un léger, limite. Ça s'est prouvé. À chaque fois qu'il mettait un coup, je pense qu'il terrorisait, ça se voyait, il terrorisait Fulton. Fulton n'a rien fait, il a fait juste un combat à attendre, à essayer de se préserver, ça s'est vu. Et quand t'es face à un mec comme ça qui, en plus d'avoir une puissance de frappe de malade et cette agressivité et ce jeu de jambes et ses déplacements pour permettre justement à lui de dicter le combat et lui de dicter si on va se mettre des coups ou pas, c'était inéluctable. Naoya Inoue, Terence Crawford, les deux numéros 1 pound for pound, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est sûr. Ça va être notre dernière question avant de boucler le podcast. Pierre, je t'ai vu un petit peu les images de Naoya, c'est quand même... il porte bien son surnom, The Monster. Hein. Ouais, et moi en fait je vais te dire, j'ai vu une ballerine avec un marteau. C'est-à-dire qu'il a une qualité de déplacement, mais c'est magnifique. Je suis fatigué juste en le regardant faire. Tous ces petits pas d'ajustement, il n'y a pas un geste en trop et tout ça. Les combinaisons où il garde l'équilibre. Et puis c'est vraiment, tu sais, c'est à montrer dans toutes les écoles de boxe, tu sais, on dit parfois ça, et là c'est vrai. Mais je crois qu'il fait du mal à la boxe parce qu'en le regardant, on a l'impression que c'est facile. Et c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que pour avoir déjà mis les gants, la boxe, c'est très dur. Hein. Tu fais que du caca. Les déplacements, c'est dur. La respiration, c'est dur. La précision, c'est dur. Mettre de la force, c'est dur. Bah, lui, il rend tout facile. Tu le regardes faire, tu dis vas-y, je vais essayer. Ça a l'air cool. Et le dernier truc, c'est la puissance. La puissance, il l'a assommé, quoi. Voilà, dès qu'il l'a touché. Et puis, il a fait un truc, on en a discuté ensemble, qu'il a rarement fait, c'est qu'il était dans le taunt. Il s'est un peu foutu de la gueule de son adversaire parce qu'il y a eu les problèmes avant le combat. Et c'est la première fois avec que je les le vois. bandages. Voilà. Et c'est la première fois que je le vois pas arrogant, mais provocateur. Voilà. Et cette facette-là, je me suis dit, ah ok, pourquoi pas voir aussi le bad boy, quoi. Comme je te l'ai dit, c'est mon avantage. Vous aviez vu Ouais, vas-y, Joe. Vous aviez vu ces messages sur les réseaux sociaux avant le combat? Oui, il était... C'est énervé, mais à la japonaise. Il était chaud, il était énervé à la japonaise, c'est-à-dire qu'il a dit ici au Japon il y a des règles, c'est comme ça, les bandages c'est autorisé comme ça, donc on va parler dans le ring, quoi. En gros, c'est grosso modo ce qu'il lui disait, on va parler dans le ring, et c'est la première fois, c'est vrai qu'on le voyait, tu sais, pas tout silencieux, pas tout plein de révérence envers son adversaire. Là, t'as senti qu'il était entré pour lui faire mal, quoi. Clairement, et je peux te dire, tu sais, pour regarder ses combats depuis 8 ans maintenant, et d'en avoir raté aucun, quand je l'ai vu rentrer dans la salle, j'ai dit, oh là là, ils l'ont énervé. Ils m'ont énervé Naoya. Et en effet, donc c'est la polémique pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est qu'au Japon, on a le droit de faire des doubles bandages, c'est ce que fait Naoya. Et ce qui n'est pas interdit dans beaucoup de commissions athlétiques aux États-Unis. Et donc, l'entraîneur de Fulton, en conférence de presse, a joué là-dessus en disant c'est de la triche et peut-être qu'on ne va pas faire le combat. Alors qu'ils sont très au courant que ça se pratique au Japon, qu'ils pouvaient le faire eux-mêmes aussi, qu'ils ont signé le contrat pour venir combattre au Japon. C'est les règles, il est dans les règles. Pas les doubles bandages. Voilà. Et puis, c'est pas ça qui fait la diff. Fulton s'est fait casser la bouche. C'est pas ça qui fait qu'on le. Naoya, ce qui est énorme, Joe, donc il a déjà pris 2 ceintures pour son premier combat chez les Supercoq en battant le numéro 1 de la KT. Il va aller battre Tapales, qui est celui qui a les 2 autres ceintures, le Philippin qui est monté sur le ring. Ils vont se faire ça au Japon dans les mois à venir. Il va lui aussi avoir unifié 2 KT à 4 ceintures en 1 an, quasiment, en 1 an et demi. Joe, si on regarde les plumes, là il est en Supercoq. Hein. Si tu regardes les plumes et les super plumes, si je te fais la liste des champions, je me demande qui peut battre Naoya en fait. C'est-à-dire qu'il est champion dans 4 catégories différentes là. Il peut très facilement, je pense, être champion dans 6. Faut pas oublier, parce que ça, tu sais que Joe, je connais sa carrière par cœur. Naoya Inoue, il a zappé les flyweight. Il a zappé les mouches. Il est passé directement de la catégorie d'en dessous à super mouche. Il pourrait être champion dans 5, déjà. Et potentiellement dans 7, s'il conquiert les 2 autres. On rappelle que le record, c'est Manny Pacquiao avec 8. Jusqu'où ça s'arrête, ce délire, Joe ? On s'est déjà posé la question. Qu'est-ce qu'il y a de prochain pour lui ? Qu'est-ce qu'il y a de prochain pour lui ? Tu sais ce qu'on veut, c'est que Lomachenko redescende en plume et que le combat se fasse parce que ça serait extrêmement intriguant. Ça serait quand même une dinguerie. Et sinon, mais je me demande si même en léger, ça peut pas le faire. Hein. Contre certains légers, j'aurais du mal.
Mais par exemple, le paraît Kambosos difficile. que j'avais vu le week-end d'avant, vous êtes sûr qu'il se fait pas détruire par Naoya Inoue? En fait, c'est difficile de dire les limites de ce mec-là. Chaque fois qu'on lui propose un défi, il a l'air tellement facile. Sa puissance, elle reste Ouais, avec les montées. je- C'est compliqué. En tout cas, on a envie de voir ça. Ça, c'est clair. Moi, je pense que Ouais, ça c'est sûr. le problème principal qu'il aura, c'est qu'il a exterminé toutes les catégories dans lesquelles il est passé et qu'il va être forcément confronté aux limites de son corps. Je veux dire, il va pas Ouais, d'un bien coup sûr, bien prendre sûr. 30 Ah non. cm, c'est pas possible. Donc, enfin, il y a les dominos, quoi. Enfin, je vois pas trop ce qu'il peut faire une fois qu'il aura tué toutes les Je te jure, catégories. ça m'énerve presque qu'il les appelle les fly parce que j'aurais aimé qu'il ait cette catégorie en plus pour avoir C'est dur de rajouté de la redescendre. grandeur. Et puis, pour tous ceux qui faisaient la comparaison avec Pacquiao, en disant Pacquiao arrive des mêmes catégories et est monté jusqu'à welter ou super welter. Ne jamais oublier que Pacquiao, c'est un ado et un enfant très mal nourri. Et quand il commence sa carrière en boxe, il est très maigre, mais il grossit très vite. C'est pas du tout le même parcours. Naoya, là, il a 30 ans. Enfin, tu vois, il va pas regagner 20 Ouais. pounds ou 25 pounds. Physiquement, dans les 3-4 ans à venir. Il est fini en plus. Donc, là. non, ouais, tout à fait. C'est pas du tout le même chemin Pas ou le fini même mort, parcours. il est fini. Je veux dire, la construction est terminée. Terminé. Mais Il est vous voyez, fini, c'est c'est fini. pas du tout le même parcours pour ceux qui penseraient qu'ils pourraient faire une Pacquiao au niveau de monter aussi haut. La question finale, elle est celle-là, messieurs. Terence Crawford, Naoya Inoue, il faut jouer au subjectif, il faut jouer au classement pound for pound. Qui est le meilleur boxeur de la planète? Joe, Oh non. c'est dur. Hein. Non, je peux pas. C'est impossible, c'est les deux. C'est les deux selon la préférence, la sensibilité de chacun, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Les deux, tu vois, ça doit être un spot 1 bis. Ouais. Après, forcément, du fait des catégories de poids, je pense que Crawford sera numéro 1 Ouais. pour beaucoup de gens, parce que les gens, j'ai vu encore des messages vraiment débiles passer, oui, mais il fait même pas 50 kilos, même mon fils fait son poids, machin. Bon, c'est stupide, Tellement. mais il faut quand même aussi se dire que ça reflète un petit peu la perception générale du fait que Ouais. les toutes petites catégories dont toi tu es friand et à la limite du fétichisme sont quand même sous-estimées. Pierre. Ah, mais je vais mettre Terence Crawford, mais c'est purement subjectif. Il n'y a Ouais, bien aucun sûr, c'est de la argument pour dire. subjection. Ouais. Il y a aucun argument pour dire que Inoue est inférieur dans tel ou tel domaine. Les deux, ce qu'ils font sur un ring, chapeau. Profitons, gavons-nous. Enfin, faut se repaître de ces catégories et de ces combattants, parce que je pense qu'on est en train de vivre un des âges d'or de la boxe, que malheureusement la médiatisation n'est pas la même qu'il y a 30 ou 40 ans au moment de l'âge d'or prétendu de Non, la mais boxe t'as raison, old school. ça a pas grand-chose à envier au final. Mais regardez les catégories, regardez les combattants, regardez les combats qu'on a tous les week-ends. C'est magnifique. Profitons-en, régalons-nous de ça. Peut-être que Crawford et Inoue, ils ont encore 7 ans à nous donner. Et faut se régaler de ça. Et puis, Exactement. espérons que voilà, ils nous proposent encore des combats à peu près équivalents à ceux de ce week-end et de cette semaine. Ouais, je suis totalement C'est d'accord. régalé. Mais j'aurais quand même tendance à dire Crawford. Non, mais je peux te comprendre. Parce que j'aime beaucoup ce mec-là. Voilà. J'en parlais justement avec Baba du podcast Au bord du ring, à qui on fait un clin d'œil dimanche, on échangeait ensemble. Et je lui disais, moi, s'il pouvait agrandir le siège du pound for pound pour pouvoir mettre 2 paires de fesses dessus, je prends pour qu'on mette Crawford et Inoue ensemble. Et je lui disais, je pense que le journaliste en moi met quand même Crawford devant, dans le sens où, t'as raison Joe, c'est les KT. Et puis il vient de faire ça à un top 5 pound for pound. Ouais, c'est Je veux dire, l'adversité. l'adversité est quand même si dans les petites KT il y a des tueurs, ce que Ouais. beaucoup oublient, mais l'adversité du dernier combat elle est tellement grosse pour Crawford que je le mettrais un peu devant, mais le fan en moi met Naoya un peu devant parce que c'est mon Naoya. Oui. Et puis que voilà, c'est comme ça. Mais tout ce que la conclusion, c'est juste ce qu'on a vu cette semaine, c'est les 2 meilleurs boxeurs au monde et c'était fabuleux de voir ça. Quand on aime la boxe, en 5 jours là, on a vu des choses extraordinaires et avec plein de respect. Spence et Crawford ont eu plein de respect entre eux à la fin. Le public japonais a eu plein de respect pour Fulton à Tokyo mardi dernier. C'était juste beau. Ce qu'on a vu, c'était magnifique, les gars. Un mot de conclusion, vous avez autre chose à nous dire? Non, mais il me tarde de revoir des beaux combats cette année. Il y en a encore quelques-uns. Donc voilà, on attend le retour de Canelo sur un ring parce que moi, ça m'excite un peu. Et contre un champion invaincu, Charles. Enfin, contre un Et champion si ça se fait incontesté, contre Charles. Charles, auparavant. ce sera Ouais. top. Et j'espère qu'on verra aussi des Français avoir des chances mondiales d'ici peu de temps. Hein. Je sais que Jonathan est copain avec un qui rêve d'en avoir sa chance. C'est ce qu'on souhaite pour l'année à venir. Ça va Ouais, arriver Tout à peut-être. fait. Et puis pour Souley aussi, si Crawford Évidemment. et Bien Spence sûr. montent et que toutes les ceintures éclatent chez les welters, ce sera peut-être la chance de Souley. Joe, dernier mot là sur les deux? Sur Souley et Chris. Ouais. Ou sur Naoya. Non, on y croit pour eux. On a envie que ça arrive. Si les ceintures Bah, explosent chez les welters, pour Souley, la place, elle est pas loin. Hein. C'est cool. Oui, on y croit, mais le problème, c'est que tu sais à quel point la politique et tout ça rentre en ligne de compte. Donc, moi, je sais pas, je me mouillerai pas. Je pense toujours que Chris, tu le mets dans un ring face à Canelo dans l'année, il a ses chances. Il y a combat avec sa puissance et son agressivité et les progrès qu'il est en train de faire techniquement parce qu'il est en train de charbonner. Pour Souley, il y a quand même beaucoup de gens. Hein. C'est ça qui est compliqué.
Ouais, bien sûr. En tout cas, ça nous promet des semaines et des mois à venir. Encore très bon dans la boxe et comme dans le MMA. Et le Fighter Club sera là pour bien sûr vous en parler. Merci Pierre de ta présence. C'est un plaisir les amis, merci de m'avoir Rendez-vous accueilli. au prochain Super Fight, comme d'habitude. Bah oui, évidemment. On sera là et il y en aura d'autres d'ici la fin de l'année. Merci Joe pour la présence comme d'habitude. Abonnez-vous Alex. sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des pouces bleus, des étoiles. Ça nous permet de progresser. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.